Camille Coustet, cofondatrice d'Eco Impact. Rondon Tench, alors je vais planter Chenkwa Happy, ingénieur en conception chez But. Louis Pelé, consultant en économie circulaire chez Circulaire, on voit souvent. Et Marguerite Guillou, responsable RSE et qualité de Green Family. Et j'utilise un micro qui ne marche pas. Si, ça marche, il fallait que je l'approche un petit peu. Alors, on est dans cette table ronde, bonjour à tous, je vous ai déjà croisé tout à l'heure plus ou moins, pour parler des éco-scores et des barèmes de notation dans le retail. Donc les Français et les Européens sont habitués à avoir des notations sur leurs produits pour la consommation d'énergie déjà, il y a très longtemps, on a revu le logo ce matin, et plus récemment, mais beaucoup plus fréquemment, le fameux Nutri-Score dans les produits alimentaires, donc on s'est habitué à cette notation avec des couleurs, avec des lettres, etc. Tout cela, ça part quand même la plupart du temps d'un cadre juridique qui évolue pour le non-alimentaire désormais. Il y a beaucoup d'initiatives, d'acteurs ou de fédérations d'acteurs. Je vais vous demander chacun de vous présenter. Tiens, Marguerite, tu as le micro. Où est-ce que tu travailles et qu'est-ce que tu es en train de faire dans ce domaine-là? Et puis après, je vais vous poser quelques questions. Bonjour à tous, donc je suis Marguerite Guillou, la responsable RSE et qualité de la société Green Family, qui est plus connue sous la marque Love & Green. Vrai pionnier d'hygiène pour la famille, pour le bébé et la femme notamment. On a pour mission de proposer des produits pour toute la famille, sains et performants, sans compromis donc entre performance, empreinte environnementale, traçabilité et santé. Je suis ici aujourd'hui pour représenter le consortium Green Impact Index, qui est donc une association qui a été créée pour cadrer et accompagner les entreprises afin d'utiliser la méthode AFNOR-SPEC 2215, de son petit nom affichage environnemental et sociétal des cosmétiques, des compléments alimentaires et des produits de la santé familiale. Et donc j'en parlerai un petit peu plus prochainement. Bonjour à tous, donc je m'appelle Louis Pelé, je travaille chez Circulaire, je suis consultant. Donc Circulaire, on est une entreprise qui accompagne aussi bien les entreprises mais aussi des collectivités locales vers la transition vers l'économie circulaire. Et aujourd'hui, je vous parle dans le cadre d'une coalition que nous avons menée, qui s'appelle la coalition PLV. Et je vais notamment pouvoir vous parler d'un barème de notation de la PLV. Bonjour à tous, c'est Brandon Chenkwa, je suis en charge de l'éco-conception pour But. Quelques mots sur But, c'est donc le leader de l'ameublement français avec plus de 330 magasins aujourd'hui sur le territoire français, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et donc aujourd'hui avec l'alliance avec Conforama, on est à plus de 15% de part de marché sur le domaine de l'ameublement. Donc aujourd'hui je vais vous parler du projet éco-conception qu'on a lancé chez But avec le système de notation des produits qui permet de classer les produits selon leur performance environnementale et pouvoir identifier donc, les leviers d'amélioration sur les produits qui n'atteignent pas le score escompté. Bonjour à tous, moi je suis Camille Coustet, je suis la cofondatrice de Eco Impact. Et chez Eco Impact, on aide les marques qui font du mobilier à comprendre l'impact de leurs produits et à l'améliorer. Et j'arrive aujourd'hui pour vous parler du futur affichage environnemental qui va arriver sur le mobilier, qui est prévu exactement dans les mêmes timings que la cosmétique. Voilà, donc en fait, vous représentez chacun un secteur, c'est ça qui est intéressant. Il y a des choses qui vont être communes ou pas. L'idée, ce serait que chacun vous nous expliquiez un petit peu où est-ce que vous en êtes, dans quel cadre légal ou pas ça s'inscrit, tous vos développements en termes de diagnostic, de méthode, voire d'affichage environnemental déjà acté. N'oublions pas le social, c'est pour Marguerite. Et puis comment vous travaillez donc pour flécher une production et une consommation plus durable? Peut-être puisque tu as le micro, on va repartir dans l'autre sens. Parfait. Alors nous, notre travail, effectivement, il s'inscrit dans une loi qui a déjà été votée, c'est la loi Climat et Résilience en 2021, et qui dit qu'il va y avoir plein d'affichages environnementaux sur plein de produits de la grande consommation. Il va y en avoir sur l'alimentaire, donc en plus de l'éco-score, du Nutri-Score, il y aura des éco-scores. Il va y en avoir sur le textile, donc alimentaire et textile, c'est janvier 2024. Après, mobilier et cosmétique 2025. Et après, produits électroniques et hôtels 2026. Et donc, nous, l'idée, c'est on fait partie du groupe de travail qui travaille sur ce décret-là avec le gouvernement. Et l'idée, c'est de vraiment travailler le score comme il sera prévu par la suite. Donc c'est vraiment pas de créer notre propre score, mais de donner l'opportunité aux marques de connaître leur score avant qu'ils sortent,
parce qu'on a déjà un petit peu la recette qui le composera. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce score sur l'ameublement? Il y a 20% de social. L'ameublement, ça se définit comment? Elles sont pas de question. L'ameublement, c'est donc en gros des chaises, des tables, des bureaux. C'est vraiment tout ce qui va permettre. Donc la cuisine, la salle de bain aussi est concernée. C'est vraiment un secteur. On s'arrête quand il y a de l'électronique, ça passe dans une Exactement, famille. ouais, exactement, c'est ça. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a du social et il y a de l'environnemental. En tout cas chez nous, chez Eco-Impact, c'est ce qu'on souhaite parce que dans la loi, c'est écrit et ou social et environnemental. Alors nous, on milite pour que ce soit social et environnemental. Donc voilà, social et environnemental. Et environnemental, on va en reparler certainement après, mais c'est basé sur l'analyse du cycle de vie des produits. Si vous n'avez jamais entendu ça, l'idée c'est de prendre un produit, de l'extraction de la matière, donc le tout début, jusqu'à sa fin de vie, qu'est-ce qui vient à la fin de sa vie, en passant par toutes les étapes de production. C'est facile pour un meuble? C'est facile pour un meuble. Elle me prend au sérieux. Non, mais effectivement, il faut retracer toutes les étapes. On a de la chance en France d'avoir quand même des fabricants de mobilier qui connaissent bien leur façon de fabriquer, contrairement au textile, par exemple. C'est parfois là où c'est le plus difficile. Mais non, il y a quand même pas mal d'étapes et pas mal de composants. Imaginez un canapé, le nombre de matières qui composent un canapé. Voilà, vous pouvez commencer à imaginer la taille du sujet. Et où est-ce que vous en êtes du coup? Alors nous, on a un score, donc le score Eco-Impact, que l'on utilise depuis bientôt 2 ans. Et on travaille avec plus de 70 marques aujourd'hui que l'on accompagne pour vraiment comprendre, mais surtout améliorer leur performance de produit. Parce que l'idée, c'est pas juste de donner des mauvais ou des bons points, c'est de faire mieux, quoi. Donc aujourd'hui, les marques maîtrisent en fait le calcul, l'analyse cycle de vie. Alors elles nous le délèguent, elles sont obligées de le déléguer, effectivement. C'est obligatoire, d'accord. Et donc elles connaissent déjà un petit peu voilà, les améliorations qu'elles peuvent faire pour la sortie en 2024. 2025. 25 celui-là. Exactement, c'est tout à fait ça. L'idée c'est de les éclairer et de commencer à déjà récupérer toutes leurs données. Et en fait l'analyse de cycle de vie c'est parfait parce qu'on se dit ok, mon sujet c'est quoi? C'est les matières premières, c'est le transport, c'est la fin de vie. Ça permet de tout de suite éclairer et de donner les pistes. Et je crois que c'est un peu la stratégie FIT aussi à côté de nous. Et le score il va ressembler à quoi? Il est quelque part là? Alors est-ce qu'on l'a là? Ah, il est tout en haut au-dessus de ma tête. Voilà, c'est ça. Donc c'est un score simple, ABCDE, ou développé si on le souhaite, qui est dans les panels conso bien plus plébiscités. Alors je dis quand même, ça c'est le score Eco-Impact, donc c'est notre formalisme en attendant la loi. Mais nous, l'idée c'est de s'adapter à chaque fois que la loi change, on réadaptera notre score pour coller exactement à ce qui sera défini. Super, mais écoute, parfait, ça c'est super intéressant. Donc on donne, en fait, l'éco-conception va aider à améliorer ses scores. Donc comment ça fonctionne l'éco-conception chez But? Exactement, chez But c'est un peu une anticipation de l'affichage réglementaire dont Eco-Impact a parlé tout à l'heure. Et ce qu'on a mis en place en fait c'est une démarche d'éco-conception pour permettre voilà, de challenger nos fournisseurs parce qu'en tant que metteur sur le marché, on s'est rendu compte que notre premier impact, en tout cas plus de 80% de notre impact carbone venait des produits. Donc on a voulu créer une démarche qui va nous permettre voilà, de challenger et accompagner nos fournisseurs sur l'éco-conception des produits. Donc on a mis en place notre propre index d'éco-conception qui s'appelle aujourd'hui Habitons mieux. Donc ça va un peu plus loin qu'un simple affichage. C'est toute l'expression du travail d'éco-conception qui a été fait sur les produits. Parce que dans un premier temps, on a fait les ACV, donc analyse de cycle de vie du produit, qui nous ont permis de dresser ce qu'on appelle profil environnemental par typologie de produit, donc par unité fonctionnelle. Et on constate que chaque produit ne se comporte pas de la même manière sur son cycle de vie. Donc on a une grille spécifique sur les chaises, sur les matelas, sur les canapés, qui permet d'identifier des leviers d'éco-conception spécifiques pour ces familles de produits-là. On ne s'est pas éloigné des travaux qui sont faits par la réglementation parce qu'effectivement, on fait partie des groupes de travail. Donc toutes ces analyses de cycle de vie sont faites en respectant les référentiels de bonnes pratiques, donc les BPX qui sont mis en place par l'ADEME et le FCBA, et dont Eco-Impact aussi travaille sur le sujet. Et nous, on vient compléter ces analyses de cycle de vie-là par des critères qualitatifs. Donc à ça, on ajoute ce qu'on appelle dans le langage de l'éco-conception une USQCV, donc c'est une évaluation simplifiée et qualitative du cycle de vie, parce qu'en plus des critères qui sont quantitatifs, nous, on va rajouter des éléments qui nous sont importants. Par exemple, la traçabilité des matières premières, par exemple, ou alors les certifications et les labels qu'on peut avoir sur nos matières premières. Donc on va compléter ces évaluations comme ça, et avec ce couple d'analyses, on va définir un seuil d'éco-conception. Et pour définir ce seuil, il nous faut un indicateur qui est dans cette notation ABCD, à partir duquel on va définir qu'un produit d'ameublement éco-conçu, c'est celui qui atteint au moins le score B.
Donc pour ces produits qui sont A ou B, on pourra les mettre en avant avec des critères pertinents qui auront été identifiés à partir du travail qui a été fait sur ces profils environnementaux. Et comment ça va se passer pour le consommateur qui va arriver donc, chez But le 2 janvier 2025 ? Qu'est-ce qu'il va voir sur les produits ? Aujourd'hui, Habitons Mieux, on voit la démarche sur votre site, par exemple, moi je sais en tête, mais... Exactement comme je le disais, la démarche But, le référentiel Habitons Mieux, n'a pas la prétention de se substituer à l'affichage environnemental réglementaire. Donc c'est une démarche d'éco-conception qui est faite avec nos fournisseurs, un travail de fond, parce que là on va identifier des critères de conception du produit, et c'est ça qu'on va mettre en avant à travers ce référentiel. Et effectivement, là on va le mettre en place en 2024, en attendant les avancées des travaux sur l'affichage environnemental qui va être officialisé. Ce sera deux démarches différentes mais complémentaires. Donc on a à côté une démarche d'éco-conception propre à l'enseigne et la démarche d'affichage environnemental qui sera plus la mesure des actions d'éco-conception qui auraient été mises en place par l'enseigne. Donc en 2025, sur chaque produit, il y aura effectivement l'affichage environnemental. Vous serez prêt ? On sera prêt effectivement parce que ce travail aussi nous a permis d'anticiper sur la réglementation et de préparer nos fournisseurs à nous fournir de la donnée, parce que c'est également un gros travail de collecte de données auprès de nos fournisseurs. Donc ils seront déjà préparés à ce type d'analyse de cycle de vie des produits, et on pourra switcher facilement sur l'affichage réglementaire qui va arriver en gardant effectivement le travail qu'on a fait en amont sur la conception des produits. Parfait, bah merci beaucoup, c'est très très clair. Louis, maintenant, alors chez Circulaire, qu'on a déjà vu ce matin, Circulaire toujours partout, donc quel est votre rôle, vous, dans tout ce système en fait, qui permet d'aboutir à des fléchages environnementaux vertueux ? Alors nous, déjà, pour bien situer le contexte, on travaille sur la PLV, donc la publicité sur lieu de vente. Et ce qu'on a voulu, c'est créer une coalition pour rassembler les différents acteurs de ce secteur. Donc on a aussi bien des fournisseurs de producteurs de PLV, des producteurs de PLV, des marques, par exemple comme Cronenbourg, mais aussi des distributeurs qui vont mettre sur leur lieu de vente de la PLV. Donc on a essayé de rassembler tout ce beau monde et de se poser la question, ce sur quoi on a envie de travailler. Et ce dont on se rendait compte, c'est que, alors on voit qu'il y a des objets comme les meubles, comme l'électronique, où il y a beaucoup d'avancées législatives, mais sur la PLV, en tout cas, il n'y a pas cette ambition d'avoir un affichage environnemental. Sauf que pour les acteurs de cette chaîne de valeur, c'est important de pouvoir comparer la PLV. C'est-à-dire, si j'ai une PLV qui coûte le même prix, essayer d'avoir un autre critère qui est environnemental pour pouvoir le choisir. Ou même une autre marque qui veut se positionner et dire j'ai cette ambition d'avoir la PLV qui soit environnementalement meilleure. Comment je peux le faire ? Nous, on a commencé à travailler là-dessus, à créer un barème de notation. Donc pour être très clair, on n'est pas un label, on n'est pas une norme, un standard ou une certification, on est un outil qu'on souhaite mettre à disposition à l'ensemble de la chaîne de valeur pour qu'on puisse comparer la PLV. Donc c'est un peu dans le même état d'esprit que EcoImpact. On est en train de faire des arbitrages sur l'ensemble du cycle de vie de la PLV, pour que, in fine, un fabricant puisse se dire actuellement, j'ai 30% de ma PLV que je produis qui a un score qui se situe en dessous de 50 sur 100. Donc comment je vais pouvoir améliorer cette PLV ? D'accord, donc sur plusieurs critères en fait, et dans un objectif de démarche de progrès, et comparativement... C'est ça, et je veux vraiment insister sur cet élément qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu comme But qui prend les devants en faisant son propre score. C'est aussi ça, c'est essayer d'aider les acteurs qui ont envie de prendre les devants par rapport à la législation, pour être le jour où il y aura une législation, d'être les premiers à avoir les meilleurs produits et pouvoir avoir un vrai avantage compétitif sur le marché. Vous pouvez citer qui est dans la coalition ? Bien sûr, alors ça c'est totalement public. Alors donc on va si bien avoir donc Cronenbourg, Carrefour, Auchan, Bic. Exactement. C'est juste qu'il faut préciser qu'effectivement cette coalition est plutôt sur la grande distribution. Oui. C'est un excellent point. C'est effectivement aujourd'hui on adresse donc la PLV GMS, donc la grande distribution, et on est en train de travailler peut-être pour élargir ça au CHR, donc café, hôtel et restaurant. Mais c'est encore à établir. Voilà. Super. Alors Marguerite, un autre score spécifique sur tes produits ? Oui, alors... Quelle catégorie de produits du coup Ça couvre les cosmétiques, les compléments alimentaires et ce qu'on appelle les produits de santé familiale et de bien-être. Le scope se veut assez large, mais tout en ayant évidemment des points communs sur les enjeux RSE. Historiquement, cet outil a été développé au sein de Pierre Fabre
qui a été très précurseur sur ces sujets-là. D'une part, en ayant réalisé plus de 3000 analyses de cycle de vie sur ses propres produits, et en construisant un outil vraiment à objectif d'éco-socio-conception pour s'améliorer continuellement et embarquer toutes les parties prenantes avec lesquelles il travaille. Chaque fois que je parle avec Marguerite, elle me corrige éco-conception en éco-socio-conception. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer C'est dans d'autres vies en plus, ça c'est pas mal en fait. Je sais pas s'il est. Donc c'est prendre toutes les problématiques environnementales qui ont bien été détaillées de la matière première à la fin de vie du produit et d'intégrer aussi toutes les problématiques sociétales qui se trouvent finalement sur toutes ces phases de production du produit, que ce soit donc pour les cosmétiques de l'agriculture ou encore du bien-être animal ou encore des problématiques de pays d'implémentation sur les droits humains, tout simplement, et d'intégrer toutes ces problématiques au même titre que les problématiques environnementales, puisque je suis tout à fait d'accord, l'environnemental et le sociétal doivent être travaillés ensemble pour proposer des produits au plus justes, que ce soit sur l'accessibilité, mais aussi sur les empreintes qu'ils génèrent lors de leur production et leur fin de vie. Il y a un gros sujet aussi sur la fin de vie. Je t'ai un peu coupé, excuse-moi. Non, c'est pas grave, moi je peux repartir sur un autre sujet. Mais il faut me laisser 3 heures, par contre. Donc, historiquement, Pierre Fabre a construit en interne cet outil. S'est fait aider d'experts externes, évidemment. Et puis, pour répondre à une attente clairement croissante des consommateurs sur l'affichage, tout d'abord la connaissance de l'empreinte environnementale d'un produit et après son affichage, et aussi pour répondre à une attente clairement importante au niveau de la réglementation. Plusieurs acteurs se sont mis autour de la table, très engagés, dont Pierre Fabre, le groupe Rocher, Léa Nature, Arcopharma, pour se dire comment on met en commun, beau lapsus, mais c'était copains aussi, comment ils mettent en commun, comment mettons en commun des données qui sont partiellement confidentielles, mais pour avancer tous ensemble vers une meilleure éco-conception de nos produits. Gros travail. Et il a été acté à ce moment-là d'ouvrir carrément les discussions à même plus que quelques-unes des entreprises. Nous avons été une trentaine d'entreprises à se mettre autour de la table, une centaine d'acteurs sous l'égide de l'AFNOR. Donc on a choisi l'égide de l'AFNOR pour, d'une part, porter une méthodologie, une structuration et puis aussi construire un document prénormatif, mais aussi d'autre part travailler sur leur méthode principale qui est la méthode du consensus, puisqu'on était beaucoup autour de la table et on voulait que ce qui était acté comme méthodologie, comme critère d'analyse soit représentatif de la vie de tous. Et ça a été assez intense pendant une petite année. On s'est tous mis autour de la table. On a vu donc un certain nombre d'entreprises qui ont regroupé plein d'acteurs différents, des fournisseurs de matières premières, des laboratoires, des marques distributrices, des académiques, des fédérations, enfin voilà, un gros panel, le maximum représentatif de tous les acteurs sur le marché. Et puis, on a sorti donc ce document méthodologique, accessible à tous, moyennant quelques centaines d'euros, puisque l'objectif était aussi de produire une méthode accessible et opérationnelle, basée sur du pragmatisme, donc l'analyse de cycle de vie, pas que, puisqu'on en voit ses limites. L'intérêt, c'était d'intégrer aussi les piliers de la biodiversité, le pilier sociétal, et surtout de proposer un outil assez simple d'emploi, puisque l'idée est que toutes les entreprises de toute taille puissent acquérir cet outil facilement et puissent déjà générer un niveau de cotation de son empreinte environnementale et sociétale pour dire voilà où j'en suis et qu'est-ce que je peux faire pour la suite. Après, il a été construit donc l'association du Green Impact Index pour accompagner toutes ces entreprises. Donc, si vous êtes intéressé ou concerné, venez dans l'association pour justement donner des conseils et aussi accompagner toutes les entreprises à mieux appréhender la méthodologie. Et aussi préserver le label, puisqu'on a un label ABCDE,
qui doit être audité par un tiers indépendant pour crédibiliser la méthodologie de notation. Super, très intéressant. Alors, il y a une théorie, je ne sais pas qui a créé cette théorie, qui dit qu'il y a un point de bascule quand 30% des acteurs ou 30% des citoyens pensent quelque chose. Il se passe quelque chose. Chacun dans votre domaine, est-ce que vous avez rassemblé les 30% ou vous êtes en passe d'eux? On y travaille fortement. Et en tous les cas, un travail collectif de cette ampleur, ça démontre que tout le monde peut se mettre autour de la table avec des objectifs communs qui sont vraiment diminuer notre empreinte collective et d'y croire et de se dire qu'on va au-delà de notre concurrence, puisque très franchement, moi j'étais en face de mon concurrent lors de tous les groupes de travail, mais on se met sur des problématiques communes sur lesquelles on veut tous avancer et on comprend qu'il y a nécessairement besoin de consensus pour avancer et apporter de l'information claire et précise aux consommateurs. Et Louis, par exemple, la coalition, elle pèse, enfin, Carrefour, je vois, il faut en profiter. Alors, bien sûr, on a... Et Leclerc aussi. Alors, ils font pas partie de la coalition, mais on les accueillera avec grand plaisir. Je regarde par mes visites terrain. Mais d'ailleurs, ça me permet aussi de notifier que le shop fait partie de la coalition. Donc, mais évidemment, on a envie de créer cette bascule. Et effectivement, le terme coalition, c'est cet enjeu de réussir à rassembler des personnes qui ont parfois simplement des relations financières, de négociation, et essayer de les faire travailler ensemble. Parce qu'on voit que là où il y a un vrai enjeu, c'est de réussir alors, sur le sujet de l'économie circulaire, de vraiment revoir toute la chaîne de valeur pour sortir de cette économie linéaire où simplement on prend des ressources, on produit, on consomme et on jette. Et pour ça, on a besoin de tous les acteurs. Donc bien évidemment, on a cet enjeu de rassembler tous les acteurs. Et ce qui fait qu'on l'a fait sur la PLV, on le fait aussi par exemple sur la mesure de la circularité. Là, on accueille tout un tas d'autres acteurs qui sont même concurrents. Et on veut le faire sur d'autres sujets. Je parlais de la PLV CHR, aussi de la communication. Donc on a cette ambition de vouloir remettre autour de la table les acteurs pour avancer ensemble, parce qu'on est beaucoup plus efficace ensemble, et opérationnellement on peut faire beaucoup de choses. Dans le meuble, donc si on ajoute Conforama plus But, ça fait 15% de part de marché. Je pense que vous avez doublé, à l'occasion vous aviez doublé Ikea. Exactement. C'était mon meilleur post LinkedIn d'avoir fait ce calcul à l'époque. Donc avec l'alliance Giga France, But et Conforama France, on va intégrer aussi Conforama Suisse bientôt. Et ensemble, on fait les leaders sur le marché de l'ameublement en France. Et la petite marque qui suit, là, un petit peu suédoise, elle en est où sur l'éco-conception et l'affichage environnemental? Curieusement, Ikea n'a pas pris du tout de parole sur le sujet de l'affichage environnemental. Dans les groupes de travail, ils n'y sont pas du tout. Ça se comprend parce que ce n'est pas une enseigne française. La réglementation elle est française, donc c'est plus nous, les leaders du marché français et marques françaises. Comme je le disais, nous on fait 40% de nos achats de meubles chez des fabricants français et nous avons l'ambition d'utiliser notre positionnement de leader sur le marché pour pouvoir faire influencer les filières et les faire avancer dans cette démarche d'éco-conception. J'imagine des maisons du monde, des Camif, des gens comme ça. On travaille de plus en plus en consortium avec plusieurs enseignes, notamment Maison du Monde et d'autres. Et le but, voilà, c'est de pouvoir se mettre d'accord sur des méthodologies communes, sur des actions communes auprès de nos fournisseurs. Et on pense que l'affichage environnemental qui va bientôt arriver de manière réglementaire et imposée va permettre d'uniformiser les choses et que voilà, on puisse avoir des éléments comparatifs entre nous et avoir des actions plutôt globalisantes auprès de nos fournisseurs, parce qu'aujourd'hui, on va de manière unitaire faire des demandes aux fournisseurs et c'est difficile pour eux de répondre à chacun des distributeurs de manière différente. Donc le but vraiment, c'est de pouvoir mutualiser nos efforts et de pouvoir uniformiser cette démarche d'éco-conception pour faire évoluer la filière de manière importante. Voilà. Et peut-être qu'effectivement, quand on commence à afficher dans les magasins aussi, ça va donner envie à des gens qui s'y ont pas mis de Exactement. s'embarquer à nouveau. Est-ce que vous avez des questions? Mais c'est toujours la même question. Vas-y. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, ça veut dire que la réglementation ne s'applique qu'aux sociétés françaises. Ikea ne sera pas obligé d'afficher son score à partir de janvier 2025. Alors normalement c'est pour tous les produits qui sont vendus en France, donc Ikea devra normalement afficher ses scores environnementaux. Bonne question.
une fois que le score a été identifié, si le score est C, D ou E, quelles sont les actions engagées par l'entreprise pour essayer d'adresser ce sujet? Est-ce que l'entreprise va vers une sortie de ses produits, travaille en amont avec les fournisseurs, réduit, fait moins de pub dessus, puisque ça peut... Qu'est-ce qui se passe après? C'était pour but ou c'est générique? De façon générale, Comme j'expliquais dans la présentation de la démarche, c'est pour cette raison qu'on n'a pas pu se limiter à une ACV, parce que l'ACV c'est assez technique et c'est que du quantitatif. Donc on a voulu mettre en face de l'ACV une expression en termes de critères de conception de produit qui permettrait, une fois qu'on a la notation, qu'on est en face une sorte de checklist qui permet d'identifier les leviers sur lesquels on peut améliorer la conception du produit. Et en partie de ça, on a fixé un seuil d'éco-conception du produit qui est le score A ou B. De cette manière, le fournisseur, lorsque son produit est COD, il peut identifier les leviers sur lesquels il a à travailler pour améliorer son produit, avec un objectif ambitieux qui a été fixé chez But, c'est d'avoir 100% de nos produits à marque exclusive éco-conçus à l'horizon 2026. Et juste par rapport à la loi, pour l'instant, il n'y a pas écrit on parle souvent des logements, pour faire une comparaison, qu'un jour certains logements passoires thermiques seront sortis du marché. Pour l'instant, si je ne me trompe pas, il n'y a pas vraiment ce sujet-là encore. Par contre, il y a une stat que j'ai bien aimée, c'est l'ADEME, ça fait 10 ans qu'on parle des affichages environnementaux dans plein de secteurs. Et donc, il y a une vieille étude à l'époque qui date de 2017, qui avait été faite sur un gros groupe de conso et qui avait dit, donc, sur un affichage A, B, C, D, E, en revanche, que les produits D et E étaient évités par 50% des clients d'office. Donc, quand on entend ça, on sait que quand on est une marque qui a des produits, c'est pour ça toute l'idée de savoir avant que ça devienne obligatoire, parce que ça met des risques économiques forts sur son assortiment, quoi. Et en alimentaire, le A et le B sont poussés effectivement par les scores. En revanche, le E, de temps en temps, les gens se lâchent, ils se disent bon, de toute façon, je mangeais une tablette au chocolat frites comme dans un beignet, c'est E, tant pis. Voilà. Mais en fait, le A et le B tirent, mais il y a quand même des craquages quand même. L'idée, c'est d'avoir de l'information pour prendre les bonnes décisions. C'est ça, exactement. En tout cas, ça c'est très bien compris dans l'alimentaire. Super. Est-ce que vous avez encore des questions? Merci à vous, c'était très très clair, c'était brillant.